Je vous remercie de vous joindre à nous pour cette deuxième rencontre autour de l'exposition Chefs-d'œuvre d'Afrique dans les collections du musée d'Appert. Donc la première, si vous étiez présent, vous pouvez vous en souvenir. Nous avions abordé donc les œuvres du Cameroun avec M. Varnier. Donc ce soir, nous allons voyager peut-être un peu ailleurs. Alors je vais quand même préciser que l'exposition, les œuvres sont regroupées en deux grandes sections. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore visité l'exposition, ça nous aidera un petit peu à comprendre. Donc nous avons l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, je tiens aussi à souligner qu'en dehors des qualités plastiques des œuvres qui ont été sélectionnées, nous avons mis l'accent sur un point commun, sur je dirais, les fonctions que les œuvres remplissaient dans les sociétés qui les ont vues naître. Alors ces œuvres, effectivement, ont un point commun majeur qui est de raconter la vie, raconter des histoires. Bien, la vie pour tous les individus, les hommes, les femmes, c'est la naissance, c'est la puberté, le mariage, la mort aussi, mais aussi également les activités de subsistance, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, et aussi, je dirais, le travail du métal et autres. Également les règles de comportement sociaux. Donc toutes ces étapes sont marquées par des codes précis et ces codes évidemment sont extrêmement présents et ce sont les œuvres, les objets qui vont les traduire. Nous avons besoin, ils ont besoin d'experts, je dirais soit de devins, de praticiens qui vont décoder les signes qui se trouvent sur les œuvres, que ce soit des scarifications, de la terre ajoutée, un tas d'éléments, nous allons y revenir tout à l'heure, mais également les actes qui les entourent. Ce soir, nous allons interroger les cultures Bamana et Malinké du Mali. Les statuettes, les masques, je précise masques et statuettes parce que ce sont les œuvres qui sont représentées dans l'exposition. Bien sûr, il y a d'autres artefacts qui vont traduire ces cultures, mais ce sont ces types d'objets qui se trouvent dans nos collections et que nous avons réunis. Alors, ces œuvres appartiennent à des institutions qui ont un caractère initiatique, mais les pratiques se transforment. Elles se transforment au gré des contacts des populations, puisque les objets, les individus voyagent, il y a des contacts linguistiques, il y a des contacts avec les œuvres qui s'échangent, qui se vendent. Il y a aussi la question des religions, parce que les religions, les pratiques, les spiritualités, ce n'est pas toujours facile de mettre des mots précis sur ces pratiques-là, mais les groupes se les échangent et les partagent au moment d'alliance, tout particulièrement. Mais les modes de vie se transforment. Alors je ne sais pas s'il faut dire évoluer, mais les modes de vie au cours des siècles ne sont plus tout à fait les mêmes et les objets vont eux aussi se transformer. Alors comment et pourquoi de telles mutations ? Ce sont ces questions, ces interrogations extrêmement importantes que nous allons aborder ce soir avec notre invité. Monsieur Jean-Paul Collen, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez de nombreux titres. Alors vous êtes d'abord docteur en anthropologie, directeur d'études à l'EHESS. Vous avez mené de très nombreuses enquêtes sur le terrain dans toute l'Afrique de l'Ouest, et je crois que vous connaissez vraiment tous les types de sociétés, mais votre domaine de prédilection reste peut-être le Mali, pour lequel vous nous avez offert de très beaux films documentaires, environ une trentaine, et beaucoup d'ouvrages, une quinzaine. Je ne parlerai pas des articles. Et nous avons eu le plaisir aussi de collaborer avec vous, déjà pour une première exposition un peu atypique qui s'intitulait Mascarade et Carnaval. Et c'était l'occasion aussi d'effectuer des transversales. Je crois que c'est vraiment ça qui vous intéresse. Hein, voilà. Oui, les femmes aussi. Oui, donc aujourd'hui, c'est la troisième collaboration avec le catalogue de chefs-d'œuvre d'Afrique, dont vous êtes l'un des co-auteurs. Bon, j'incite le public à aller sur Internet, évidemment, pour retrouver les titres des ouvrages qui pourraient vous intéresser. Mais avant de vous laisser la parole, Jean-Paul Collen, je voudrais dire ce qui
Quand nous essayons d'avoir des collaborations pour les ouvrages, et c'est vrai que ça nous aide aussi pour le choix des œuvres, parce que le travail des anthropologues, des ethnologues, des philosophes aussi, parce que c'est important de croiser les regards, de croiser les données, et c'est ce qui vous caractérise parce que vous êtes un esprit extrêmement ouvert. Alors on est sur des œuvres qui existent, dont les pratiques, les formulations sont là depuis longtemps, mais vous vous intéressez aussi à ce qui intervient, ce qui aussi parfois perturbe notre vision et notre compréhension. Et je crois que les collectionneurs sont parfois déroutés aussi par vos approches, parce que pour vous, que dire de l'ancienneté d'un objet, que dire de sa spécificité par rapport à ce qu'on lui ajoute. Et je crois que nous allons aborder tout à l'heure toutes ces questions fort intéressantes et que nous n'avons pas l'habitude en général de traiter ici, mais c'est très important aussi d'ouvrir la réflexion. Alors avant de vous laisser la parole, je vais vous aussi rappeler que nous vous attendons le 5 décembre pour une autre rencontre, une rencontre d'un autre type, sur une problématique très particulière qui va intéresser toutes celles et tous ceux aussi qui ont une relation très forte, très particulière à leurs cheveux, puisqu'il y a une partie de l'exposition en ouverture qui a été réalisée par Aurélie Levaux sur cette question des cheveux, du cheveu comme signe d'identité, identité multiple, et nous allons donc démêler les chevaux de cheveux avec Maboula Soumaoro et Rokhaya Diallo, qui seront entourés de très nombreux invités, parce qu'au cœur de cette question, il y aura un mouvement important, le mouvement NAPI, et je crois que pas mal d'entre vous ne savent peut-être pas ce qui se cache derrière l'engagement des NAPI. Puis en janvier, le 16 janvier, nous allons retrouver la sculpture, les cultures matérielles avec les Fang, et ce sera M. Marc Mvé-Bécalé qui va nous parler un petit peu de toute la spiritualité et de ce que disent les figures de reliquaires Fang, et les resituer dans un contexte extrêmement large, je dirais, de spiritualité, d'accompagnement de l'homme, de héros, et on verra aussi que les objets sont très très loin d'être statiques lorsqu'ils se trouvent dans leur contexte originel. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup pour cette très élogieuse introduction, et je vous remercie aussi d'être venus si nombreux, comme on dit traditionnellement. Je pense que peut-être donner un point de vue un peu inhabituel sur ces objets, parce qu'il me semble qu'on a fonctionné sur une sorte de mythologie à nous, une mythologie proprement occidentale, qui était qu'on avait besoin d'origine, on avait besoin de sauvage, on avait besoin de brousse, et donc on n'a pas vu vraiment les sociétés que nous avons rencontrées, d'ailleurs sur le mode de la conquête, à la fin du XIXe siècle, on ne les a pas vues comme des productions historiques. Or, ce sont des productions historiques, et quand on regarde le brassage de population, les échanges et les emprunts, la créativité, les bouleversements de l'histoire ouest-africaine, on est stupéfait d'avoir l'impression de rencontrer des sociétés statiques qui semblent ne pas avoir bougé depuis très longtemps, alors qu'en réalité, elles ont bougé, et comme on dit parfois, les traditions, c'est ce qui reste quand tout change. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'art Bamana, et pas de l'art Bambara. L'art Bambara étant une invention européenne, comme ça se produit très souvent. Jamais personne en Afrique n'a entendu parler des tout-couleurs avant qu'on leur donne ce nom à partir du mot técrour. Donc c'est quand même un peu far-fetched, comme on dit en anglais, mais ça a fonctionné, c'est devenu les tout-couleurs, tout le monde dit les tout-couleurs. Et donc les Bambara, c'est la même chose, les gens s'appellent Bamana, et donc
les deux mots de art, Bambara sont problématiques parce qu'on reviendra sur la notion d'art et c'est pas Bambara, c'est Bamana, et Bamana ne signifie pas le nom d'une ethnie. Ça peut le signifier dans certains contextes, mais c'est un mot qui a beaucoup de sens différents. Et ici, c'est en réalité un mot qui recouvre une vision du monde, une conception et une compétence par rapport et peut-être une religion. La question peut être discutée. Alors, le philosophe américain John Dewey disait que dès qu'une production artistique atteint le statut d'œuvre d'art, puisque la question se pose de savoir s'il s'agit d'œuvre d'art, puisqu'on est dans des sociétés qui n'ont pas d'équivalent de notre notion de l'art, dès qu'un objet atteint le statut d'œuvre d'art, elle est en quelque sorte isolée des conditions humaines qui ont présidé à sa naissance et des conséquences humaines qu'elle engendre dans l'expérience vécue. C'est exactement ce qui se produit avec l'artification, la transformation d'un objet culturel, religieux, en objet d'art. Et donc, je vais essayer de restituer un peu de relief autour de ces objets. En fait, il y a deux manières de considérer les productions artistiques. Il y a une manière qui est étroite et une manière qui est plus large. Et moi, je choisis la manière plus large. La manière étroite, elle obéit à une conception strictement institutionnelle de l'art, en disant, voilà, l'art concerne le champ artistique avec ses spécialistes, ses professionnels, son marché, ses experts, son histoire de l'art, ses écoles, ses musées, etc. Mais le problème, c'est qu'avec une définition strictement institutionnelle comme celle-là, une bonne partie des productions artistiques, non seulement d'Afrique, d'Asie, etc., mais aussi des nôtres, ne tombent pas dans la catégorie de l'art parce qu'elles ont été produites pour des raisons aussi religieuses, etc. Et donc, le fait qu'il n'y a pas de mot pour désigner un objet, une œuvre d'art, c'est-à-dire une œuvre conçue par quelqu'un dont la pulsion créatrice est d'apporter une inspiration nouvelle, n'empêche pas des productions artistiques qui obéissent à des... On admire un sculpteur pour sa manière, il y a des canons artistiques, il y a une esthétique, il y a des valeurs, et même si elles sont compliquées, même si parfois elles sont collectives. C'est nous qui avons une sorte de fascination pour le génie artistique individuel, une fascination relativement récente, son paroxysme a peut-être été sous l'époque romantique, mais auparavant, il pouvait y avoir des œuvres collectives aussi, même si l'histoire a finalement attribué des noms à des chefs d'atelier, à des créateurs particuliers. Et donc, les œuvres d'art sont des objets qui sont pourvus d'une dimension esthétique et parfois aussi de propriétés sémantiques. Elles représentent quelque chose, elles veulent dire quelque chose, comme disait Christiane. Et il suffit de visiter l'exposition ici pour voir que s'il n'y a pas d'art là, enfin franchement, la discussion me semble tellement vaine, mais pourtant elle revient périodiquement et c'est un préjugé tenace. Alors, le deuxième préjugé tenace, c'est celui des primitifs, parce que je ne sais pas où on est allé chercher ça, mais c'est une fascination primitiviste. On a eu besoin de trouver les gens le plus près possible d'une source humaine originelle, alors que l'histoire bataille de l'Afrique de l'Ouest, c'est à peu près aussi mouvementé que l'histoire des Carolingiens chez nous. Enfin, c'est une histoire terriblement historique, avec des phases, des empires, des royaumes, des échanges. Et donc, il n'y a pas de vraie contradiction entre le fait de fabriquer des œuvres qui répondent à des questions élémentaires comme la mort, la maladie, la naissance, la succession des générations, le rapport masculin-féminin, et d'être en même temps dans une société historique avec ces contradictions et ces changements qui peuvent être internes, contradictions. Quand on dit une société, il y a un petit doute là-dessus. On dit système social, mais en fait, quand on les étudie, les systèmes sociaux, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas parfaitement systématiques. Il y a souvent des contradictions qui font qu'ils changent. Et le changement n'est pas toujours de l'extérieur, il est parfois aussi de l'intérieur. Et donc, il y a des éléments rivaux dans toute culture, il y a des principes politiques, économiques, religieux, esthétiques, qui peuvent ne pas coïncider. Les sociétés humaines n'ont pas pour objectif absolu de fabriquer du consensus. Elles essayent de le faire, parfois, parce qu'il vaut mieux s'entendre que de se taper sur la figure. Mais en même temps, il y a du dissensus dans n'importe quelle société.
Et donc le mythe de la petite société primitive, sans contradiction, où tout le monde était égaux ou égal, ça n'existe pas. Il y a toujours des aînés, des cadets, des hommes, des femmes, des anciens, des nouveaux, des étrangers, des immigrés, des chefs du sol, des premiers occupants, etc. Alors, dans l'usage populaire, l'appellation Bamana, elle désigne une langue, Bamanakan, c'est la langue bambara, comme on dit chez nous, et d'autre part, elle désigne les populations non converties à l'islam. Et c'est ça qui est un peu ambigu sur la notion d'art Bamana, parce qu'une bonne partie des chefs-d'œuvre de l'art Bamana, ou parfois dit bambara, proviennent en fait de populations qui ne parlent pas la langue Bamanakan, ils parlent une autre langue, des langues, le Peul éventuellement, le Sénoufo, le Malinké. Alors déjà la distinction Malinké est bambitude, etc. Mais elles viennent du même substrat, elles sont parfaitement intercompréhensibles, et en fait la polarité entre Malinké et Bambara est surtout politique, parce que l'un est centré autour de l'ancien empire du Mali, c'est-à-dire le sud-ouest Mali, et l'autre autour de la ville de Ségou, qui est une grande ville de l'empire tardif des Bamana de Ségou. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est cette Bamanaya, qui est donc un rapport au monde qui n'est pas musulman, mais qui est aussi en conversation avec l'islam depuis très très longtemps. Et donc, cette manière de... en gros, au Mali aujourd'hui, dans les campagnes, je ne parle pas de ce qu'on dit dans les journaux, dans la sphère globalisée du Mali, mais dans l'usage populaire, un Bamana, c'est un païen. C'est quelqu'un qui sacrifie des poulets sur des fétiches, c'est quelqu'un qui va voir les devins, quelqu'un qui pratique la géomancie, la divination, etc. Et ces Bamana, ils taillent des pièces, des objets, des têtes, comme on dit, qui permettent de faire advenir par l'intermédiaire de certains officiants, une parole qui n'est plus une parole humaine, qui est une parole venue d'ailleurs, soit du monde des ancêtres, soit du monde divin, et qui vient régler des choses ou se venger des mauvais traitements ou des erreurs commises par les hommes. Et donc, ils ne sont pas forcément toujours positifs, mais on peut leur demander des choses. Ils favorisent les naissances, favorisent l'agriculture, la fécondité, préviennent des catastrophes, etc. Donc, c'est des techniques d'apaisement des dangers possibles et d'éveil des potentialités du monde matériel. C'est ça la technique de la Bamanaya. Et donc, pour ce faire, on passe par l'organisation de sociétés, de confréries, qui sont en général masculines et ésotériques, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, et c'est secret, il faut passer par des rites d'initiation, etc. Et bon, il y a des sociétés féminines, mais elles sont moins importantes et moins influentes. Encore que ça se discute. C'est très compliqué, la question on l'a traité dans un livre du musée d'Appert, la question du masculin-féminin, parce que tout se passe comme si les hommes devaient se défendre contre une suprématie intrinsèque féminine, parce que les femmes sont quand même ces êtres particuliers qui fabriquent des êtres humains. Bon, la paternité peut toujours être contestée, la maternité rarement, et elles produisent non pas seulement des filles, mais aussi des garçons. Donc c'est les mères qui produisent des garçons. Et donc ça fait de la femme le symbole de la fécondité absolue. Souvent les dieux sont des super pouvoirs féminins, et qu'on appelle en général des fauves, mais sur lesquels il y a des mythologies magnifiques d'ailleurs. Et donc on essaye de les épouser. Si on devient chef d'un culte du Komo, le Komo c'est un super fauve féminin. On essaye aussi de domestiquer, on l'épouse pour le mettre à la cuisine. Et donc on n'y réussit pas. Et le Dieu est toujours plus fort que les hommes. Il y a de très beaux récits là-dessus. Et donc, je ne sais pas, c'est une mine formidable pour la création d'ailleurs artistique, parce qu'il y a des réflexions extrêmement profondes qui viennent du fond des villages, de la Rousse, etc.
et qui a emprunté un peu à l'islam. Par exemple, on fabrique des masques, donc les danseurs masqués incarnent une puissance supérieure. Une autre alternative, c'est la possession. On n'a plus besoin de masques à ce moment-là, encore qu'il peut y avoir des porteurs de masques possédés, ça c'est vu, mais un possédé, il incarne directement Dieu, et un Dieu. Les dieux sont spécialisés, il y en a qui sont pour la chasse, d'autres pour la pêche, pour l'agriculture, etc., le mariage. Et donc, mais on fabrique aussi des objets qui sont absolument fascinants, qui sont alors nous on les a appelés fétiches, féticios, ça vient du portugais, objets fabriqués. Et alors, le mot est gênant parce qu'il est devenu péjoratif, mais en fait notre vie à tous est pleine de fétiches. Il y a plein d'objets qu'on ne maltraite pas parce qu'ils ont droit à un certain respect, et donc, ou à une certaine efficacité, on leur prête des pouvoirs, etc. Ils nous apaisent ou ils nous séduisent, etc. On a des rapports fétichistes avec le monde, mais chez eux c'est plus puissant que ça parce que on les fabrique par amalgame de milliers de procédés, de parcelles différentes. Et pour savoir ce qu'on met dans un fétiche, comment on lie un fétiche, on pratique la géomancie, c'est-à-dire on fait des signes dans le sable, et avec des procédures très particulières, c'est pas n'importe quel sable, etc. Et ces signes, par suppression et successive, arrivent à un message, avec un chiffre de 16 signes fondamentaux, qui sont liés à des récits exemplaires, qui orientent la chose vers le village, la brousse, les femmes, les hommes, la maison du père, la maison de la mère, etc. Et donc on sait, avec ces tirages divinatoires, les choses qu'il faut mettre dans ces espèces de paquets qu'on lit et qui sont des microcosmes. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est quand même assez près d'une démarche artistique, puisqu'il s'agit de se fabriquer un lien au monde à travers un objet fabriqué qui est une sorte de microcosme. Bon, je reviendrai sur éventuellement ces images. Alors, il y a des styles aussi, par exemple pour le même culte. Les cultes ouest-africains sont rarement tribaux, curieusement, alors que toute notre histoire de l'art est fondée sur les arts ethniques, les arts de tribal art et tout ça. En fait, souvent, ça traverse complètement les frontières et le même culte peut arriver, par exemple, le tiwara, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui sont ces signés en forme d'antilope. Là, j'en ai quelques-uns, peut-être vous. Voilà. Alors là, c'est un exemple de ces créatures merveilleuses qui sont des sortes de chimères, puisque ça figure à la fois l'antilope avec la crinière au vent. Ils évoluent souvent par couple, c'est des couples de masques, il y a des costumes de fibres végétales qui courent jusqu'aux pieds, qu'on asperge d'eau pour figurer la fertilité, la pluie, etc. Mais c'est en même temps dit des fauves. Tiwara veut dire le fauve de la culture, donc c'est pas évidemment naturaliste, c'est pas des animaux, c'est pas fait pour incarner des animaux qu'on trouve dans la nature, c'est des créatures merveilleuses. Et il y a des styles différents, ça c'est le même culte, mais par exemple la suivante, là, est d'un style complètement différent, plus ou moins régional, mais c'est plus des écheveaux que des surfaces, puisqu'on peut emprunter un culte dans un autre village, et parfois assez lointain, et un même sculpteur peut fabriquer plusieurs styles. Voilà encore un cas. Bon, la photo n'est pas très bonne, mais la pièce, par contre, est magnifique. Et donc, on voit, c'est comme si tous les sculpteurs de toute la vallée du Niger avaient inventé un jeu de formes différents. Et donc, bien sûr, leur but n'est peut-être pas d'être des créateurs. Souvent, un sculpteur pourra même nier être le créateur de la pièce, puisqu'il y a aussi un commanditaire qui dit « je veux tel genre de pièce », qui parfois dessine sur le sol un style, et aussi on considère que le sculpteur, il se contrôle plus trop quand il sculpte, c'est la sculpture qui le fait agir. Donc
Donc c'est un peu comme, je sais pas, Picasso, c'est dans le métro maintenant, la peinture a fait de moi ce qu'elle voulait. Là. Donc il y a un peu de ce rapport-là. Et donc, et c'est pas bien de dire c'est moi qui ai fait ça, quand il s'agit d'un objet qui est après sacralisé. Alors maintenant, ces tiwaras n'ont plus rien de sacré, ils se produisent un peu de manière... Enfin, il en existe encore. Là, j'ai une photo là qui date un peu maintenant, elle est de 86. C'est les photos de Catherine de Clipel qui est là-bas quelque part. Et donc qui a fait énormément de photos on a travaillé ensemble sur le terrain pendant de très longues périodes. Et donc ces gens, on les voit encore, on les fréquente. Par exemple, ce monsieur-ci, bon, moi je l'ai vu il y a l'année dernière, quoi. Il est vieux maintenant comme moi, mais on était camarades d'âge, comme on dit en Afrique, à cette époque-là où il dansait le tiwara. Voilà, et donc ces objets-là, Dominique Zahan a fait un bouquin où il a fait tous les dessins des types connus. La variété est infinie. C'est incroyable comment cette vallée du Niger a pu produire un nombre de tiwara absolument phénoménal. Et donc, c'est aussi l'objet tel qu'on le voit. Moi, je défends l'idée, je trouve les vitrines, par exemple, c'est magnifique, le fait d'isoler un objet. Mais il faut se rendre compte aussi, que c'est là que le cinéma peut jouer un certain rôle, que l'œuvre d'art complète, c'est aussi une scénographie, une musique, une danse, une gestuelle, c'est tout un ensemble de choses. Et donc là, souvent, il y a aussi des textes qui sont assez beaux, qui sont assez mystérieux, il faut pouvoir les décoder. Et donc, le fait que maintenant ces arts sont terriblement menacés aujourd'hui, ils disparaissent. Les tiwaras en activité, on les dénombre sur les doigts de la main aujourd'hui. Donc c'est une perte considérable et sur laquelle le travail que nous avons fait, enfin les uns et les autres, je ne suis pas la seule dans cette affaire, et c'est très minime par rapport à l'énorme perte culturelle qui continue chaque jour. Et donc, dans la production des masques, on peut distinguer des styles régionaux, mais par exemple, ces masques-ci, ils ont été faits à Doumanamba, dans un village Singfu, donc assez sud par rapport aux capitales Bamana des Tiwara, mais par des forgerons qui forment une corporation particulière spécialisée dans ces exercices dangereux de fabriquer des objets forts. Et ces forgerons sont des djirés, et donc ce sont des gens de Ségou qui sont allés historiquement s'établir là-bas et alors, l'ironie historique, c'est qu'aujourd'hui les gens de Ségou vont chercher ces sculpteurs pour fabriquer des tiwaras de type ségovien. Et ces pièces d'ailleurs ont été refaites il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. Juste après, on a tourné un film sur ces rituels-là, et juste après, ils ont remplacé les pièces parce qu'ils se sont cassés, se sont brisés. Alors il y a aussi des sociétés qui sont... alors là, l'histoire est assez intéressante. Il y a généralement, on se met dans une confrérie religieuse pour augmenter son pouvoir. Et c'est souvent les chefs de famille, quand il y a des problèmes qui se posent, par exemple, il n'a plus sur le champ du voisin, mais il n'a pas plus sur le mien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester inactif. Donc, on s'adresse au Tiwara. Tiwara veut dire fauve de la culture. Et d'ailleurs, ces masques sortaient dans les champs avec une musique formidable et encourageaient les cultivateurs, principalement lors du sarclage, donc le désherbage. Et c'était un concours agricole, et celui qui gagnait était quasiment... il touchait au sacré. Il était éventé, désaltéré par les plus jolies filles du village, et on lui faisait les honneurs, et il devenait proche du Tiwara, de cette bête miraculeuse des débuts de l'agriculture. Mais à London, on n'est pas obligé de faire partie du Tiwara, ni de faire partie du Congo, etc. Mais il y a aussi des cultes obligatoires, qui sont ceux qu'on appelle des rites de passage, c'est-à-dire que dans certaines régions, si on veut devenir un homme, il faut s'initier au Jo, par exemple.
Et là, on ne coupe pas. Si on n'est pas initié, on n'a plus rien à dire toute sa vie, on est assimilé aux enfants. Et donc, tout le monde le fait. Et jusqu'à naguère, les gros de ces cultes ont commencé à s'effréter. Disons, une date quand même très charnière, c'est 1960. On reviendra éventuellement sur les causes après. Mais donc, dans cette région-là, qui est le Baninko, le Bendougou et tout ça, il y avait un culte très important qui était le Djo. Et l'histoire est amusante parce qu'il y a un ethnologue malien qui s'appelle Salia Malé qui a été au courant d'un vol de statuettes et la statuette a été retrouvée. Et les villageois n'en ont pas voulu en disant elle a circulé on ne sait pas trop où, elle n'est plus de chez nous. Gardez-la, mais s'il vous plaît, faites-en une autre pour nous. Et donc ils ont commandé une nouvelle statuette au forgeron. Et Salia Malé, ça coïncidait avec un rituel d'initiation. Tous les 7 ans, on initie tous ceux qui n'ont pas encore été initiés. Donc on peut être, un garçon de 7 ans peut être avec un autre de 2 ans, dans la même classe d'âge, si on veut, et dans la même promotion. Et Salia Malé, qui était un jeune ethnologue, s'est mis dans la promotion d'initié. Et donc il a suivi toute l'affaire, il a fait une thèse magnifique qui n'est malheureusement pas publiée, qui peut la lire en Nanterre, je crois, mais c'est tout. Et je pense qu'il a peut-être eu un peu peur de la publier, je ne sais pas. Il faudrait lui demander, mais elle est assez prodigieuse. Et on voit ces pièces-là, qui étaient... Donc l'initié est un homme, il est déclaré enfant du Djo, il a le droit de se marier, et il y a des danses avec des symboles de la beauté féminine, comme vous en voyez là. Il y en a de types très très différents. Et voilà une photo de Salia. Bon, alors je n'ai pas eu le temps de lui demander l'autorisation de vous la montrer, mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais c'est donc ces toilettes par les femmes d'une statuette du Djo. Alors dans d'autres régions, le Djo n'existe pas, mais il y a un équivalent qui est le Koré, qui est assez connu aussi, et qui est un rite de pluie aussi, et qui fonctionne sur une sorte d'inversion. C'est-à-dire que c'est le feu qui symbolise l'eau, et c'est par un rite de feu qu'on fait venir la pluie. Et donc c'est une photo d'un autre ami photographe qui était venu m'accompagner en 81 ou 80, oui. Et donc ce sont ces combats avec des torches où les initiés crient c'est de l'eau, et ils ont des pommades pour ne pas être brûlés. Enfin, c'est spectaculaire. Et il y a également des masques comme celui-ci qui est chez vous, je pense, et qui est magnifique, hein, qui est une hyène, avec cette espèce d'expression, à la fois une finesse de forme et l'expression extraordinaire. Et alors, tout ça est en train évidemment de disparaître à vitesse grand V, et parfois pas totalement, parfois ça se transforme en folklore. Donc on organise encore sur le mode festival, des grandes fêtes et tout ça, malgré les changements, mais tout l'aspect rituel a disparu et bon, les rythmes ne sont pas les mêmes, c'est une succession de performances rapides. Et alors, je voulais vous parler d'un culte en particulier qui est assez spectaculaire, qui est celui du Kono. Alors là, c'est les photos de Catherine. C'est aussi une architecture. Quand on voit la perte d'une forme d'art, c'est aussi la perte de... Ça, ces sanctuaires-là, ils en dégringolent une demi-douzaine chaque année, quoi. Et ça ne reviendra pas.
c'est complètement... Voilà un exemple, un Pesoba, là il y a ça c'est un culte mère, c'est-à-dire que ce kono, il fait, je vous dis que c'était un fauve féminin, il fait des filles. Et donc quelqu'un peut dire, quelqu'un peut rendre visite et dire, voilà, tu es un chef de famille respectable, et j'ai vu chez toi quelque chose qui me plaît. Et alors, le chef de famille ne sait pas de quoi il s'agit. Il dit, mais est-ce que ce que tu as vu puise de l'eau dans le puits? Et l'autre répond, non, c'est pas de ce genre de femme-là qu'il s'agit, il s'agit d'autre chose. Et donc on comprend que c'est le kono et qu'il vient. Et donc il y a tout un rituel comme pour un mariage. Celui chez qui on va installer un nouveau kono, il devient le mari de ce kono. Et les enfants portent des noms théophores, comme Konosie, fils du kono, Konongolo, troisième fils du kono, etc. Et donc ce monsieur-là, et c'est lui qui a demandé cette photo, c'est rare qu'on fasse des photos posées, enfin Catherine prend plutôt des photos sur le vif, mais souvent les gens demandent des photos aussi. Alors lui, il a demandé sa photo, mais malheureusement, à ce moment-là, on était encore dans l'argentique, quand on est retourné pour la lui donner, il était mort. Et son fils, en fait, on a compris qu'il attendait que son père meure pour se convertir à l'islam et abandonner ses cultes. Et donc, le sanctuaire n'existe plus, il ne reste rien. Et il nous a reçus assez froidement, d'ailleurs. Voilà, celle-ci est assez récente, cette photo-là. C'est le même culte, mais... Alors, vous voyez qu'il y a quelques emprunts aussi au style un peu islamique, hein, c'est pas complètement étranger. Ça, c'est une photo assez récente, là où d'un truc qui tient le coup, mais alors, ça se transforme très rapidement aussi. Les villages sont en train de changer. Il y avait les villages aussi étaient très jolis. Là, j'avais des photos aériennes, mais je ne les ai pas mis dans le montage là. Mais il y a toute une organisation du village en chicane. Et ça, c'est en train d'être abandonné sous la pression des jeunes qui veulent qu'on puisse passer avec les motos, les charrettes, etc. Et donc on produit une autre architecture. Et ça c'est un Tiwara actuel. Ouais, donc c'est pas le même style. Alors, revenons au kono. Voilà, ça c'est la pièce la plus connue du kono. C'est cette pièce que décrit Léris, qui a été un peu dérobée dans des conditions peu élégantes, c'est le moins qu'on puisse dire, par une mission ethnographique, les fameuses missions Dakar-Djibouti. Et ils se sont emparés de cette pièce qui est donc un des éléments du culte. Et qui est cette espèce de forme de zébu qui contient des milliers d'éléments différents. Et il y en a plusieurs types. Je vous les fais un peu défiler. Alors, mais il y a des gens qui pensent que le boli c'est ça, rien d'autre. Mais en fait, il y a d'autres choses. Il y a le boli d'Enfal, l'enfant du boli, qui est cette espèce de petite poupée. Là, le poupon mal fagoté, comme disait le missionnaire qui les a vus le premier. Et même les risques, il n'y a pas. Maintenant, cette pièce du kono là, que je vous ai montré, le pot vidé, là, il y en a un qui s'est vendu à $1 million il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, alors que bon, les gens là-bas sont dans la misère, ils n'en voient rien de cette affaire, mais c'est pas non plus le vol qui est responsable de la disparition des cultes, c'est le contraire. C'est-à-dire la surveillance des objets n'est plus assurée parce qu'il n'y a plus assez d'adhésion au culte. Et donc on laisse un peu... Il y a des gens qui protestent, qui se tâchent de se défendre, mais il y en a qui laissent aussi... Alors, et probablement, ils n'iraient pas jusqu'à les vendre eux, cher à quelqu'un, parce qu'on en a peur quand même encore. Donc si quelqu'un d'autre les vole, ça se passe comme ça. Et donc voilà différentes formes. Et alors, grâce à mon ami Johan Lévy, il y a un troisième objet. Je ne sais pas s'il est là, Johan, il avait dit qu'il viendra. Mais non, mais parce qu'on a fait un scanner, un scan de l'objet. Alors, c'est un objet très évidemment phallique, qui est le kono juguni, donc c'est un boli, le petit ennemi, ça veut dire petit ennemi. Et bon, c'est un symbole phallique évident, mais quand on le scanne, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, il y a une statuette de femme. Et alors, bon, j'ai montré ça avec Amengoro Sanogo, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps. Il m'a dit, ah ben oui, mais
l'os du pénis, c'est la femme. J'ai trouvé ça assez quand même, on aurait dit du Robert Desnos, ou je sais pas. mais en bambara, l'os, ça veut dire, c'est comme quand on dit backbone en anglais, ça veut dire le fond, la solidité de la chose. C'est comme quand on dit qu'un bolis, les bolis bovidés, là, on dit qu'ils sont trop lourds pour être portés par des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont trop lourds pour la force physique, ils sont trop lourds parce qu'ils sont dangereux, difficiles, etc. Donc faire attention aux mots, quoi. Alors, et parallèlement à tous ces objets qui sont très secrets, on ne peut pas voir, etc., il y a aussi des masques, des signés. Là aussi, je n'ai pas demandé l'autorisation, Albert, c'est ton masque. Mais c'est des très beaux masques. Alors, il y a des ethnologues qui se sont évertués pour savoir si c'était un éléphant, etc. C'est toutes sortes de choses. Il n'y a pas de choses, ceci, c'est cela. Il y a toute une série de petits contes, de mythes, de chansons. Et on se fait une idée du wara, une idée du fauve. Mais c'est ni un éléphant, ni un papillon, ni c'est toutes sortes de choses à la fois. Et donc là aussi, ces objets sont à la fois des têtes, c'est-à-dire c'est des masques horizontaux, on les porte comme une casquette. Si vous voulez. Mais il y a aussi des bolis, il y a des petits amalgames sur lesquels on fait les sacrifices. Alors voilà un autre, qui sont très modernes. Et voilà un où on voit un peu aussi les symboliques du carquois, de la flèche, etc. Et puis celui-ci qui est assez particulier aussi. Et alors, curieusement, quand Léris et tous les artistes, à l'époque, les artistes d'avant-garde et les ethnologues se parlaient beaucoup. Ils font des revues ensemble, etc. Et une était le Minotaure, qui était une revue post-surréaliste, si on peut. Et ils ont publié ces objets, y compris les masques de l'expédition Dakar-Djibouti. Mais Léris n'y a pas vu la valeur esthétique. Pour lui, c'était la provocation de l'objet. L'objet sacré était lui-même une sorte de provocation. Il les a publiés dans cet esprit-là. Et alors, c'est assez curieux parce qu'il était associé à Georges Bataille, qui a toute une... je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, le bouquin de Georges Lydie Huberman sur l'informe. Et donc, l'informe a un potentiel extraordinaire, puisqu'il n'est pas défini. C'est pour ça qu'il y a ces objets. Il y en a un ici, le Kafilejo, là, qui est une sorte d'épouvantail. Il peut se transformer en toutes sortes de choses, puisqu'il est informe, il est mal foutu, il a la gueule cassée, etc. Et beaucoup de vaudous aussi sont comme ça. Donc il y a toute une théorie de l'informe, mais c'est une théorie qu'a mis au point Bataille, qui était collaborateur de la revue, mais ils n'ont pas vu dans ces objets l'informe, alors que nous aujourd'hui on les voit. Et là, ils ont publié aussi ça dans ce Minotaure, c'est pour ça que la photo c'est la légende du Minotaure en dessous. Et ça c'est un masque mère, c'est-à-dire que c'est un masque qui sert de matrice, il est plus porté. Il est dans un sanctuaire, on dit qu'il est trop lourd pour être porté. C'est trop lourd au sens symbolique du terme. Et c'est à partir de ce masque qu'on prélève des éléments, les éléments même de la patine, parfois on les récure jusqu'à l'os, si je pourrais le dire. Et on fabrique des filles de ce Kono qui vont dans d'autres villages essaimer. Et alors on a une photo qui n'est pas du Kono, mais du Komo, qui est un culte qui a à peu près la même qualité morphologique, et qui a été prise par un curé, qui est l'abbé Henri, qui est le premier. Vous pouvez trouver sur Galicia le site de la Bibliothèque nationale, je crois que son manuscrit est en ligne, on peut le lire. Il y a une photo, c'est un peu difficile à lire parce qu'il est photocopié, mais c'est... Et alors, il a cette photo qui n'est pas rituelle. Alors, moi, je connais un peu le rituel, enfin, ça m'étonnerait beaucoup, parce que derrière, il y a les masques du Corée, etc. Donc, à mon avis, il est parvenu à convaincre les villageois de montrer tout ce qu'ils avaient, quoi. Et donc, ils ont fait cette espèce de sérénade, de ce défilé de masques. Mais alors, ceux-là sont absolument terrifiants, hein, et donc, ça, c'est des masques qui ont inspiré la terreur, hein, mais qu'on voit à peine. Alors, même dans le rituel, c'est assez curieux parce qu'ils sont faits quand même avec énormément de soin, il y a beaucoup de sacrifices et tout ça, mais il y a un petit feu de brindilles, de paille, et ce masque, c'est assez beau, mais on dirait un spectacle à la Peter Brook, mais on ne voit rien. Mais le masque dit des choses, et il a à côté de lui un bouffon qui se moque de lui,
Et lui, il dit le message sérieux, il prescrit des sacrifices, il donne des conseils, il engueule un jeune qui est parti à l'Exode en Côte d'Ivoire en abandonnant ses parents et puis qui est revenu, etc. Donc il règle des choses. C'est ce qu'on dit, le Como arrange nos choses. Là, il arrange nos problèmes. Alors, donc tout ça n'a rien de archaïque, ancien, bon, probablement c'est ancien, mais ça a résisté à beaucoup d'histoires et ça s'est adapté à beaucoup d'histoires. Et dans les langues secrètes des cultes, il y a de l'arabe déformé. Et donc c'est en conversation avec l'islam depuis très très longtemps. Et le Mali n'était pas loin du monde, isolé pendant des siècles avant que les Européens découvrent le Soudan. Là, il y a une carte, par exemple, je ne sais pas si c'était peut-être plus difficile pour vous, parce que les traits sont minces, mais c'est toutes les pistes commerciales précoloniales, qui donc de l'Antiquité au XIXe siècle, et certaines sont encore utilisées aujourd'hui par notamment les gens qui transportent des kalachnikovs et autres choses. Et donc vous voyez que les liens avec Tripoli étaient tout à fait courants, etc. Et donc il y a eu des gens les gens se sont déplacés beaucoup, énormément. Et donc il est quand même, il faut, je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, mais il y a eu une série d'empires. L'empire du Ghana, je l'écris sans H, les gens l'écrivent parfois avec H, mais je trouve que ça permet de distinguer du Ghana actuel qui est en dessous, qui n'a rien à voir. C'est Nkrumah qui a pris ce nom prestigieux. C'est un espace considérable. Et l'Empire du Ghana contrôlait le commerce transsaharien. Il a été suivi par l'Empire du Mali, qui était plus grand que le Mali actuel. Et donc les gens se promenaient depuis l'Atlantique jusqu'au Niger d'aujourd'hui. L'Empire Sonra est probablement le plus étendu. C'est l'Empire musulman. Et qui avait des représentants dans toute chefferie importante, etc., qui ont gouverné Tombouctou, qui ont été conquis par la ville de Kong, qui est en Côte d'Ivoire. Donc il y avait un brassage considérable. Mais ces cultes se sont inspirés de choses qui se passaient, et parfois ils sont aux mains de gens qui ont dit Peul. On les appelle 5 générations après les Peuls, mais ils n'ont plus rien de Peul. Ils ne sont pas des éleveurs, ils ne parlent pas le Peul, mais ils sont connus comme ça. Donc on dit, alors, les premiers ethnologues arrivent à dire c'est un culte Peul. Non, ça ne l'est pas. Et donc, il faut se rendre compte que toutes les saisons sèches, il y avait des guerres, il y avait des expéditions guerrières, des gens se lançaient dans des aventures colossales, avec des déplacements et donc, tout a eu de l'influence. L'arrivée du cheval a changé la manière de faire les guerres, l'arrivée du fusil, et puis l'arrivée de l'artillerie, etc. Et donc, tous les villages sont composites. Il y a des quartiers, on dit par exemple, Flalacan, c'est chez les Peuls, et ces gens ne sont plus Peuls depuis très longtemps, ou bien chez le Dioula, ou bien chez le Marabout. Les Marabouts, il y avait des villages complètement Bamana où il y avait le Como, etc. Un Marabout venait s'installer, on ne le chassait jamais. Il y avait une ouverture, comme la Bamanaya n'a pas d'idée d'exclusivité. On peut venir avec un culte nouveau. Donc les gens prêchent pour un nouveau Dieu, why not? On l'accueille, il fait sa mosquée, etc. Ils ne se sont pas doutés. Ils étaient très confiants, ces vieux Bamana. Ils ne se sont pas doutés qu'il y allait y avoir des religions qui voulaient être exclusives. Jamais ils ont imaginé ça. Donc, et aujourd'hui, dans la pression sociale, le Mali est quasiment devenu un pays musulman. Et donc, moi, sur l'espace de ma carrière d'anthropologue, j'ai vu complètement s'inverser les proportions. Il y a 30 ans, il y a des régions entières où il y avait 5% de musulmans. Aujourd'hui, ils font la loi.
Bon, ça ne veut pas dire non plus que c'est une catastrophe. Ils ont aussi des formes de... Et moi, je connais un joueur de Nkoni, vous savez, c'est Harpelut, là, qui est une espèce de Kora malienne, qui était dans les cultes de chasseurs complètement bamana. Et maintenant, il fait les ikiris pour son marabout. Donc, il garde ses mélodies, il a changé le texte. Donc, il y a des nouvelles créativités. Et donc, dans les villages, des cultes non musulmans et parfois en réaction, Jean Bazin, qui était un de mes prédécesseurs à l'école d'études, et je me suis beaucoup appuyé sur son travail, il pensait que le Komo était une création réactive à l'islam. Un culte en réaction contre l'islam. Alors que auparavant, on le considérait presque comme un culte résistant. Et donc, c'est difficile à trancher parce qu'évidemment, il n'y a pas de texte, mais on peut voir un peu l'ancienneté des cultes d'après les sociolinguistes étudient ça, les ethnolinguistes, il y a des paquets de mots archaïques qui se sont transmis et qui témoignent que ça a une certaine ancienneté. Et donc, mais la plupart des cultes, moi j'ai fait des relevés de cultes dans des villages entiers, alors il y avait énormément c'est pour ça qu'il y a tant de pièces aussi, il y avait énormément de sociétés religieuses, de confréries différentes. Il pouvait y avoir dans un village de 10 000 habitants une quarantaine de sanctuaires du Kono, comme celle que je vous ai montrée. Et aujourd'hui, il en reste peut-être une ou deux. Et ça faisait aussi du réseau. C'est-à-dire que, comme c'est un mariage, on donne ses filles à marier à d'autres villages, ça devient des alliés. Et donc quand on va là-bas, ils sont nos logeurs, quand on fait la fête, ils viennent, quand ils font leur fête, on va chez eux, etc. Ça faisait de la société. Tout ça est en train de changer sous l'influence de l'individualisme possessif. Les gens ne sont plus dans une société. On est passé d'une société paysanne avec ses corvées collectives, presque pas d'argent, c'était les choristes, coquillages qui cherchaient. Ça ne signifiait pas qu'il n'y avait pas d'échange. Mais il y avait du troc, il y avait des marchés, et on échangeait les choses, il y avait des corvées collectives, on travaillait ensemble, et il fallait une masse de main-d'œuvre considérable pour produire de quoi nourrir les membres de la famille. Aujourd'hui, on est dans un paysanat parcellaire, où c'est quasiment le modèle de la famille européenne, avec où la productivité de l'agriculture a augmenté, donc on peut se nourrir en étant simplement 2 ou 3 travailleurs. Et plus la pacification a joué un rôle. Le fait qu'on peut aller se promener, aller à Dakar, aller faire des petits boulots, les jeunes, il y a une longue morte saison agricole. Alors avant, on faisait un peu la guerre, mais maintenant on va faire l'exode, comme on dit, et travailler en Côte d'Ivoire, chercher du boulot, etc. Alors, en général, c'est un vecteur aussi de conversion à l'islam, parce qu'avoir une religion du terroir, avec des sacrifices sur des objets, etc., ça ne fait pas du réseau international. Tandis qu'avec l'islam, on a une sorte de passeport pour aller en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, etc. Et donc les jeunes, progressivement, ils ne sont pas là pour se faire initier, ils ne sont pas là pour faire les travaux considérables que sont l'entretien de ces sanctuaires, les sacrifices, les rituels, l'apprentissage de la musique, la danse, etc. Et ils reviennent désintéressés de la chose. Alors, il y a parfois des recrudescences. Par exemple, le Joe, il y a eu une recrudescence pendant 15 ans, dont Salia Balé a été le témoin. Eh bien, c'est laminé complètement. Il y a un nouveau leader charismatique qui s'appelle le Cheikh Haïdara Madani, qui est quelqu'un qui prêche, et qui rassemble des milliers, il remplit les stades de football, il a un charisme formidable. Et les gens se convertissent. Et je ne suis pas ici en train de déplorer, je constate qu'il y a une perte énorme, et c'est pour ça que je parle des crépuscules des dieux, mais on n'a pas de leçon de morale à porter là-dessus. C'est le cours de l'histoire. Et Haïdara, un de ses atouts, c'est qu'il convainc les femmes, parce que dans ces cultes anciens bamana, les femmes étaient quand même largement exclues des organes du pouvoir. Il y a un petit mythe, c'est le même pour le Jo, pour le Komo, pour le Kono, etc., qui dit que ces cultes appartenaient aux femmes.
mais ils ont, par maladresse, ils ont laissé tomber dans un puits les objets, etc. Et les hommes sont allés les repêcher et ils l'ont gardé. Et donc, ce mythe existe un peu partout. Et donc parfois, évidemment, on l'appelle le marabout des femmes, parce qu'il émancipe les femmes. Et dans la mesure où les bolis n'inspirent plus la même terreur qu'auparavant, l'instrument de répression n'est plus là, et donc la société se transforme à très grande vitesse. Alors, ce qui était aussi très remarquable dans ces empires, c'est que pendant très longtemps, seules les élites étaient islamisées, et dans un très petit pourcentage, qui eux-mêmes étaient très internationaux. Ces grands conquérants, là, El Hadj Omar, Cheikh Ahmadou Bamba, ils allaient se former ailleurs, ils allaient à Sokoto, au Nigeria, ils revenaient, ils épousaient une fille d'Anne Fodio et tout ça, Bello, et donc ça faisait un réseau international musulman, mais les gens continuaient à pratiquer leur culte et parfois faisaient les deux. Par exemple, quand le royaume du Mali, est-ce que je peux aller en arrière ici? L'Empire du Mali s'est effondré. Les gens qui étaient à la frontière de la Mauritanie, là, donc juste au-dessus de l'angle droit, ils ont essaimé partout dans l'Afrique de l'Ouest. C'était des soninké, ce qu'on appelle les soninké, c'est les principaux immigrants maliens en France aujourd'hui. Et l'immigration, l'émigration ne date pas d'hier, c'est des régions semi-désertiques où il y a des sécheresses, etc. Et puis là, l'État s'est effondré et ils ont essaimé partout, et c'est eux qu'on a appelés les marcas. Et ces marcas, ils étaient souvent musulmans, mais ils avaient quand même aussi des masques. C'est un cas historique de cohabitation. Vous savez, c'est ces masques qui sont avec des petites appliques de laiton ou de métal sur les... ils sont très proches des bamanas dans leur facture, mais ils ont cette petite particularité. Et en particulier autour de la ville de Sens, ils étaient très nombreux avec des masques très grands parfois. Et donc, ce qui reste aujourd'hui comme objet, vous voyez, 2011, ça c'est un objet qui est chez Satan. Parce que maintenant, ces sociétés initiatiques ayant explosé, ceux qui peuvent prétendre connaître quelque chose s'installent à leur compte, si on veut. Et donc il y a des anciens chefs du Como, ou des initiés, des jeunes parfois aussi, qui s'installent en ville et qui deviennent des sortes d'entrepreneurs magico-religieux avec leur outils. Et ils ont parfois beaucoup de succès. Et celui-là, il est très très culotté, parce qu'il dans un pays musulman, il se fait appeler Satan. D'ailleurs, on l'a mis en prison, mais enfin, il a été relâché. Et il a cet objet. Et puis là, il y en a un autre que j'ai là, qui est aussi de 2011. Et ça, c'est chez un chanteur chasseur, Madou Sangaré, qui est très connu, et qui a des objets chez lui. On voit les jarres avec des décoctions de... Alors, bon, je ne rentre pas dans les détails des relations entre... Parce qu'il y a une relation aussi entre la composition des bolis et des thérapeutiques. À chaque élément qui entre dans la composition d'un objet, ça veut dire qu'il me reste 5 minutes. Chaque objet qui rentre dans la composition du boli renvoie à un arbre, et l'arbre renvoie à un médicament. Et donc tous les guérisseurs ont ces genres de jarres dans leur cours avec des décoctions. Et alors, pour terminer sur une petite note artistique, il y a plein d'autres choses à dire, mais ce sera pour une autre fois. Il y a aussi, ce que je trouve quand même assez extraordinaire, c'est le culte du Nya, qui est un culte de possession. Vous voyez, alors lui aussi c'est mon promotionnaire, on était de la même classe d'âge, donc il a passé 60 ans aujourd'hui, mais je le vois toujours. Il est devenu musulman lui aussi, et il est commerçant de noix de cola.
Et donc, c'est son père qui m'avait initié à ce même culte. Et à l'époque, c'est lui qui officiait comme possédé. Et donc, là, il y a... donc, c'est quelqu'un qui est... c'est comme dans les sanctuaires vaudous, si vous les connaissez, le Bénin, le Togo, etc. Et même les Orishas du Nigeria, et une partie du Ghana. Il est attitré, et donc il entre en transe, et il vient délivrer un message, qui est le message du Nia, qui est lui aussi une fauve, et qu'on dit d'origine peul. Mais les peuls ne le pratiquent plus du tout. Et quand il est en possession, il se couche sur des sacs qui sont remplis de bolis, et des bolis que vous pouvez voir ici. Ça, c'est comme ça. Quand on leur donne des sacrifices, c'est comme ça. Vous voyez comment c'est attaché comme ça. Et ces bolis, on dit, il y a des chants qui disent tu as mis tes charges sur le dos, tu portes ton petit monde. Et donc c'est pas moi qui projette dessus que c'est un microcosme, ils le disent eux-mêmes, et les trois sacs sont là, c'est une magnifique œuvre d'art conceptuel. Je vous remercie. Alors, des petites questions-réponses. Je ne sais pas comment me poser ma question. Disons que j'ai eu l'impression, vous voyez, je fais le lien entre votre conférence et puis des questions que je me suis posées parce que je pense que vous pourrez y répondre. D'éléments de connaissance de ces peuples noirs. Donc, en fait, quand j'ai eu cette impression, c'est parce qu'on manque d'éléments par rapport à ce qui se passait avant. Voilà ce que je me suis demandé. Ou bien je me suis demandé si, à cette époque-là, puisqu'il y avait eu des multiplications de tous les marchés et tout ça, donc de tous les voyages, si à cette époque-là, il n'y avait pas des blancs ou des noirs convertis, par exemple, à l'islam ou des choses comme ça, qui avaient utilisé le fait de se masquer, d'avoir des masques et donc de ne pas être reconnaissables, pour faire des rites d'initiation, afin de changer des mentalités chez des tribus noires ou afin de les influencer. Alors voilà, j'imagine que vous avez une opinion là-dessus et je vous demande ce qu'il en est. Je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas au courant de cette opération d'intoxication masquée, mais c'est pas exclu. Oui, bien sûr. Oui, ce qui est certain, c'est qu'à une certaine époque, on a fait des troupes de théâtre avec des acteurs blancs, ce qu'on appelait les blackfaces, et qui étaient peints en noir, et qui faisaient des sortes de théâtre un peu édifiants, avec des morales un peu qu'on pouvait communiquer, etc. Et c'était particulièrement le cas dans l'actuel Ghana et l'actuel Nigeria. Et ça a donné aussi un style musical qui était le high life, qui est dérivé un peu de ça, et qui est étudié par certains. Mais alors, c'est vrai que quand on lit, par exemple, le bouquin de Umberto Eco sur les limites de l'interprétation, où il parle de la théorie des signatures. Les signatures, c'est l'empreinte laissée par les éléments, l'eau, le feu, la terre, la roche, etc., qui a toute une théorie alchimiste. On est très proche de certains raisonnements des féticheurs, entre guillemets. Moi, je préfère les appeler les somas.
les prêtres des cultes traditionnels, qui résonnent un peu dans les mêmes termes. C'est assez frappant. Et donc la Renaissance est effectivement... alors toute l'histoire occidentale est quand même aussi déchirée entre des théories, disons, plutôt qui tirent du côté des Lumières et de l'expérience et de se méfier de l'imagination, et des théories inspirées. Et donc, et ça continue aujourd'hui. Les théories inspirées continuent à être très très influentes aujourd'hui, et il y a peut-être une crise de la science aussi, puisque la science contient un paradoxe intrinsèque, c'est qu'elle se conteste elle-même, donc elle n'est pas entièrement scientifique. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu vaguement, mais il n'y a pas de réponse précise sur votre cas, qui réclamerait une recherche profonde. Oui, s'il vous plaît, je voudrais vous demander une petite précision au début de votre intervention. Vous nous avez dit que les années 1960, donc ce sont juste au moment des indépendances, mais ça ne peut pas être le facteur essentiel, ont été la période du basculement finalement de la désintégration de cette société traditionnelle. Et quels ont été les éléments qui ont vraiment déclenché, parce que finalement ça a dû se faire très très progressivement, il y a eu probablement des cultes syncrétiques qui ont évolué, oui. Et pourquoi brutalement, comme ça on pourrait donner une date de rupture ou de commencement finalement de la désintégration de ces sociétés? Oui, alors d'une part il y a eu la liberté de circulation qui était plus grande que sous la colonie. Et puis, l'essor de l'islam, qui a commencé dès le lendemain de la guerre, hein, pratiquement, avec même des mouvements déjà salafistes, et le wahhabiyya, etc. Et puis, il y a eu aussi des facteurs écologiques, c'est-à-dire que il y a un essor démographique considérable dans ces pays, et donc, avant, la brousse était quand même importante, c'était dangereux la brousse. Il y a encore des films des années 40 et tout ça, où on avait peur des lions, des hyènes et tout ça. Moi j'ai commencé mes recherches en 72, j'ai entendu un jour un lion, mais il n'y en a plus du tout dans la région, c'est très, très très rare, et les hyènes ont presque disparu, les vautours ont disparu, il n'y a plus non plus les ingrédients pour faire les objets, etc. Et puis il y a aussi... le fait qu'on n'a plus tellement besoin de ce type de solidarité, moins besoin au niveau des villages, et aussi le régime Modibo Keïta, qui était un régime d'émancipation socialiste, qui était très scientiste, c'est-à-dire que c'était pas du tout... c'est-à-dire le reproche envers la colonie, c'était pas tellement d'avoir introduit du changement, c'était d'avoir freiné le changement, d'avoir empêché le développement de l'Afrique. C'était ça l'accusation. Et donc il fallait développer les sciences, le matérialisme historique, et abandonner ces vieux fétiches qui sont des histoires de grand-mère. Et donc cette idéologie était très forte, il y avait un encadrement, et c'était aussi l'émancipation des jeunes. On confiait le pouvoir au niveau villageois à l'association des jeunes. Alors, notez que l'empire de Ségou, lui-même était déjà en rupture totalement avec l'Empire du Mali, par exemple, où l'Empire du Mali était basé sur des aristocraties nobles qui s'intermariaient, etc. C'est pour ça qu'ils s'en fichaient que les gens étaient dans leur culte et tout ça. Ils étaient musulmans, ils réglaient leur petite politique, un peu comme les rois chez nous. Et ils avaient des griots qui faisaient leurs éloges, l'organisation. Alors qu'à Ségou, c'est un coup d'État. On a décapité les aînés et pris le pouvoir en transformant une association de chasseurs et une association des jeunes en force militaire. Et ça coïncidait aussi avec la traite esclavagiste, donc on produisait de l'esclave aussi. Et il y avait des fétiches royaux qui ont été détruits par les conquérants musulmans, les guerres saintes fin du 19e siècle. Et donc ça a été un premier coup moral, c'est la défaite militaire. Parce que les gens c'était les symboles qui défendaient les gens. Par exemple, il y a d'innombrables cultes où les gens pensaient être, c'est ce que Moussa Sow appelle l'apiculture guerrière. Ils mettaient des ruches
Ils pensaient que le village était défendu par des ruches. Mais quand on arrive avec l'artillerie, les ruches ne tiennent pas. Et donc cette défaite des objets, où on a brûlé les bolis, tout ça, ça a été un premier coup. Mais alors en 60, matérialisme historique, deuxième coup, essor de l'islam, liberté de circulation, donc les jeunes ne sont plus là pour... il y a une rupture de la transmission. Et puis le truc s'effiloche. Et donc moi j'ai des discours qui sont très beaux d'ailleurs, hein, sur la plainte des vieux qui doivent faire tout le boulot eux-mêmes. Et donc c'est comme ça qu'une société, qu'une culture s'éteint. C'est quand l'affaire n'est plus tenue que par les anciens, la relève n'est plus là. Et donc 60 a été, et aussi des raisons écologiques, par exemple, je disais que la nature était, chaque culte, chaque maison de Kono, chaque maison de Nia, chaque maison de Komo avait son bois sacré. Aujourd'hui c'est fini, il n'y a presque plus de bois, il y a un petit bosquet de temps en temps, et même ces enclos où on fait les sacrifices qui sont crénelés là, il y a des gens qui disent que c'est pour symboliser les troncs des arbres, parce que normalement c'était des bosquets. Et donc, même la jachère a disparu. Avant, il y avait une jachère, on laissait... Maintenant, il n'y a plus de jachère, tout est cultivé. Et le Mali va doubler sa population dans les 10 ans qui viennent, 10-12 ans. Et donc, c'est en 14 millions aujourd'hui. Donc, il y a un défi majeur, là, pour les économies. C'est la même chose pour le Niger, le Burkina. Donc, il y a un défi majeur, là. Et donc, la religion d'aujourd'hui est quand même musulmane sous des formes diverses. C'est pas non plus monolithique. Et bon, c'est un islam, je ne sais pas si c'est influencé par les péripéties actuelles, parce que vraiment ce qui se passe dans le nord du Mali, c'est une poignée de gens. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas dangereux, mais ils ne sont pas nombreux. Et la grosse masse musulmane de ces pays est très pacifique et bon enfant, et n'a rien à voir avec ces radicalismes. Oui. Justement, quel emprunt l'islam qui s'est installé dans la région, quels sont les emprunts faits sur les systèmes rituels? Parce que dans le maraboutage et dans les objets... Oui, bien sûr. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de marabouts qui étaient des anciens chefs du Congo et qui se sont dit, bon, il faut se mettre à la page. C'est un peu comme on fait des stages aux États-Unis quand on veut faire une école de commerce. Et si on dit, ils ajoutent un diplôme, si on veut. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent aussi tout ce qu'ils savent. Donc ils ont leur pharmacopée ancienne. Et bon, il y a des gens qui étudient un peu ça aussi. Et donc il y a beaucoup d'emprunts. Il y a beaucoup d'emprunts musicaux. La musique de l'islam malien, c'est pas la musique de l'Arabie Saoudite. Il y a une variété de choses, mais c'est quand même moins... moi j'ai quand même la nostalgie des villages où c'était la fête tout le temps. À saison sèche, dans un village à 100% musulman, on s'ennuie un peu quand même. Enfin, je suis enregistré, je dois faire attention. Mais beaucoup de Maliens ont la nostalgie quand même de tous ces... Il suffit de voir d'ailleurs le cinéma, ils s'en inspirent, etc. Mais là, moi je suis allé voir Moses de Schoenberg à l'Opéra Bastille il y a 3 jours. J'ai pensé au Mali tout le temps. Et c'est frappant. Toutes ces réflexions sur le Dieu, pas Dieu, l'abandon, le prophète qui a abandonné, qui est revenu d'exil, tout ça, c'était extraordinaire. Oui, j'aurais une question. Je suis ici. Ah bah d'accord. Oui, bon, on parle des pères de culte en Afrique, mais je voulais savoir, là vous avez parlé de l'esclavage, donc le fait que les Africains ont été aux Amériques, je pense qu'on parle au pluriel aux Amériques, il y a une sorte d'anciens cultes africains qui sont restés avec des syncrétismes, notamment chrétiens, là pour le coup. Oui. Et est-ce que ça ne permet pas une permanence des cultes africains anciens aux Amériques, et est-ce qu'il y a un dialogue entre l'Afrique pour garder effectivement ces cultes anciens qui, à mon avis, sont restés peut-être aux Amériques, déformés certes, mais qui peut-être sont actualisés en Afrique d'une manière ou d'une autre. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, il y a aussi eu beaucoup de marabouts qui sont devenus des cultes bamana. Donc un marabout fait carrière, il prêche pour un nouveau dieu, il prie, etc. Et puis quand il meurt, on prend ses reliques
et on fabrique un sanctuaire et des bolis, et il devient un culte comme les autres, et ça s'est produit plusieurs fois. Il y a le Marbayassa, par exemple, au Mali, et puis le culte, un culte qu'on appelle le Nampon, qui veut dire l'étranger. C'est un prédicateur étranger qui est venu et qui a été... Et donc il est dans le... Ça, c'est un type. Alors ce que vous dites, ça touche beaucoup plus les civilisations côtières de l'Afrique, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria et tout ça. Et donc ça s'est effectivement transmis aux États-Unis, ça a été étudié par des gens, par des Brésiliens, Nina Rodriguez, et puis Bastide, Vergier, etc. Effectivement, ça garde une certaine vigueur, mais aussi, assez curieusement, par exemple, le vaudou béninois ou togolais se porte beaucoup mieux que la Bamanaya malienne. Elle est moins sous le... Alors, ce n'est pas une pression externe, c'est la population elle-même a sécrété une sorte de chic qui est musulman, quoi. Et donc, comment? Je viens à ma question. Ah oui, d'accord. Donc, être quelqu'un de respectable, c'est être un bon musulman aujourd'hui. Et donc, défendre la Bamanaya, il y a un côté souillé, enfin, il y a un côté païen, enfin. Et donc, bon, Alpha Konaré, quand il était président, a essayé de valoriser quand même l'héritage, en faisant par exemple un festival sur les chasseurs. Tellement important parce que les chasseurs, c'était le savoir de la brousse. C'est eux qui cherchaient les médicaments, qui connaissaient les substances animales et végétales, etc. Et donc, et c'est extrêmement riche comme culture musicale et symbolique, etc. Et donc, et ça tient. J'en avais là. C'est un peu difficile à les trouver, mais c'est pas qu'il n'y a plus de fétiche au Mali. Hein, le Bamako en regorge, mais c'est plus les grandes sociétés d'initiation, et alors c'est plus les masques en tout cas, ni les statues, ces statues du Joe et ces Dirimani là, qui sont ces magnifiques statuettes, ça se fait encore pour comme objet d'artisanat, disons. Hein. Puis il y a même un institut d'artisanat qui en fabrique, mais c'est plus les objets rituels. Et il y a une perte de la facture aussi. Là, par exemple, probablement fabrique-t-on encore pas mal de tiwaras, mais ils n'ont pas le ciselé précis et la finesse ces gens étaient quand même à la recherche d'une perfection formelle, quoi. C'était évident. C'était pas le truc vite fait pour vendre. Là-bas. Oui. Excusez-moi. Je parle. Oui. Je voulais poser une question. Oui. Justement, je me suis questionnée par rapport à cet attrait qu'ils ont eu pour l'islam, justement. Oui. Et est-ce que ça ne viendrait pas de ce que vous avez dit dans l'Empire du Mali, je crois, il était réservé aux élites d'être musulmans. Oui, bien sûr. Et ça venait d'où déjà ça? C'était pourquoi? C'est-à-dire, ils ont les royaumes Bamana ont été battus militairement. Avant d'être battus par les Européens, ils ont été battus par les djihadistes venus du Sénégal. Les Lajomar et tout ça, il y a des petites épopées formidables. Hein. Et c'est des gens qui étaient formés à l'islam, ils allaient au Caire, ils faisaient tout ça. Les souverains du Mali du XIVe siècle allaient en pèlerinage à la Mecque. Et donc les Famas, le Fama c'est le roi, le chef, c'était des musulmans. Donc à un moment donné, on veut être comme le Fama. C'est un peu normal. Quand il y avait Biton Koulibaly, qui était le roi Bambara, très redouté avec sa batterie de fétiches, on voulait être comme Biton. Mais après, quand
il a été battu, bon, la roue a tourné. Ça a été, et bon, les Bamana n'ont pas cessé d'être humiliés. Un petit planton ou un petit agent des eaux et forêts pouvait stopper un rituel en disant vous avez fait un feu de brousse, on vous colle une amende, etc. Et un rituel hyper prestigieux, les gens étaient obligés de s'incliner parce que c'était l'administration. Donc il y a eu cette perte de prestige progressive qui les a mis dans la clandestinité. Ça n'a pas complètement disparu, mais c'est clandestin. On va en cachette chez un guérisseur ou chez un... Alors il y en a qui en font, il y en a qui en vivent pas trop mal. Il y a même un marabout, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais j'ai fréquenté un marabout à Bamako qui avait 2 antichambres. Dans la première, on se serait cru à la Mecque ou chez les Mourides, avec toute l'iconographie musulmane, etc. Et puis il avait une deuxième antichambre remplie de volis. Alors, mais ça, je ne peux pas le montrer à tout le monde, je te montre à toi parce que tu es un païen. Monsieur, oui. Vous avez parlé de chasseurs. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent en fait maintenant, ces gibiers? Ils sont là parce que c'est je dirais, une corporation. Oui. Et accessoirement, oui. J'ai vu un défilé de chasseurs et je les ai vus avec des poires à poudre remplies de vidéos. Mais vous avez une autre optique sur les chasseurs. C'est-à-dire que les chasseurs, d'abord, ils sont dépositaires de beaucoup de traditions orales. Ils ont des récits de chasse. Tous les rois de cette région ont été des grands chasseurs. Quand on dit Sinbon, c'est le roi magicien, chasseur. C'est des gens qui connaissent des choses formidables. Et donc, ils ont gardé un prestige intact, bien qu'il n'y ait plus de gibier. On continue à faire l'éloge de l'homme qui a battu, je ne sais combien, une panthère, etc. Parfois même des animaux imaginaires, des tigres, tout ça qu'il n'y a jamais eu dans la région. Mais ils ont gardé un prestige et ils ont une musique formidable. La musique du chasseur est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça joue sur les sensibilités, les corps et tout ça. Et donc il peut y avoir une famille pas très riche d'un quartier de Bamako qui fait une fête avec 300 chasseurs en tenue, avec des poudres et tout ça, les tirs à blanc, et on fait les éloges de Sinbon, et le perceur de brousse, le casseur d'os, etc. On fait des éloges. Donc c'est des machines désirantes, ça marche, même s'il n'y a plus de bêtes. Élisée Privali, moi j'ai quelques questions. Votre présentation est très intéressante et donc soulève d'importantes questions pour la connaissance des sociétés anciennes africaines. Je commencerai par vous avez dit, Bamanaya, ça veut dire celui qui est païen. Ça voudrait dire, moi je suis isonien, ça voudrait dire que les Bamana existent depuis l'islam. Alors, ce qui nous replonge dans une vieille discussion universitaire entre l'école des études et l'université Parisien, Panthéon-Sorbonne, entre Jean-Pierre Chrétien et Jean-Louis Amselbe. Jean Bazin disait à chacun son Bamana. Bien. Il avait raison. Et le suffixe wa en Bamana veut dire la manière d'être, c'est-à-dire Sunkuruya. Il dit la manière de vivre sa jeunesse de jeune fille. Caméléa. Donc, comment vous expliquez tout ça par rapport à la définition? Je peux terminer, mais peut-être la série de questions. Et donc c'est assez complexe. J'entends bien, et c'est pas si simple que cela, dans cette évolution mal connue, justement parce que peut-être vous avez évoqué plus ou moins, l'idéologie coloniale a rendu obscure cette connaissance des sociétés anciennes et leur baignade de civilisation, justement en leur appliquant ces qualificatifs de sauvage et de primitif, ce que vous avez évoqué avec justesse dans votre introduction. Alors la transmission, vous avez noté les Chihuahuas et leurs formes très diversifiées. Alors vous avez évoqué le cas du forgeron justement, puisque dans cette société-là, le forgeron a joué un grand rôle et c'était justement eux qui étaient les sculpteurs de ces objets-là. Dans un article très intéressant publié à l'UNESCO par le célèbre Teba, ce Tar
cet art où la main écoute, où justement il explique cette transmission de génération en génération de cet art. Enfin, je ne vais pas m'étendre. Vous avez les causes de votre titre, les causes justement de ce crépuscule des dieux. Justement, vous avez parlé de l'islam. Mais le christianisme, les missionnaires chrétiens ont joué un grand rôle important. Toute la région les régions du sud, la région de Sang, où ils ont collecté et brûlé des tas de fétiches. Et donc ça laisse un impact important qu'il ne faut pas oublier. Et qu'il faut, il y a l'islam, mais aussi il y a le christianisme qui a joué un rôle important. Puis la dévalorisation de l'idéologie coloniale qui faisait que, justement, le primitif, la fameuse idéologie, justement, entre les politiques de colonisation anglaise et française qui étaient très différentes. Vous voyez, l'assimilation a joué un rôle important également, qui a entamé ce processus, justement, de crépuscule des dieux. Enfin, le mot Ghana. Vous avez voulu faire la différence entre Ghana actuel et Ghana, l'Empire du Ghana. Or, vous savez bien qu'au début des indépendances, justement, les leaders africains, l'élite africaine de l'époque, voulaient authentifier, n'est-ce pas, leur culture, donc le retour à l'authenticité. Et justement, Kwame Nkrumah et ses camarades ont donné le nom Ghana, justement, de l'Empire du Ghana, au pays Golkose, comme l'appelait l'Angleterre. Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, bien sûr, mais je voulais pas. Moi, je trouve qu'il aurait pu trouver un exemple plus proche, parce que là, ça introduit quand même une énorme confusion. C'est que tous les gens qui ne connaissent pas l'histoire pensent que c'est la même chose. Et donc, le pays de Nkrumah n'est pas héritier du royaume dont la capitale était Kumbi Salé, qui était aujourd'hui. Non, mais c'était pas l'Afrique. Mais oui, alors sur les chrétiens, d'accord, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a eu des autodafés, etc. Mais j'en ai pas parlé, ouais, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, hein, mais, parce que le volume, le nombre de convertis, il n'a rien à voir entre l'islam et le christianisme. Et les prédicateurs musulmans ont aussi beaucoup détruit, par exemple le Modibo là, de Dili, le marabout de Dili, il a fait des tournées formidables dans les villages en disant Bamanaya Sara, la Bamanaya est morte, et il faut brûler, et les gens venaient brûler parce qu'il était considéré comme wali, c'est un homme thaumaturge, un homme doté de pouvoir surnaturel. Et donc, voilà, il y avait une autre question, oui. Est-ce que pour vous, ces objets, l'appellation d'art vous suffit-il, ou est-ce que ce serait judicieux de nommer par un mot qu'on pourrait inventer, parce que, à mon sens, ce n'est pas simplement, comme vous l'aviez dit, des objets d'art, mais une force vitale, un élément de la communauté des hommes, un élément du divin, du rapport entre le divin et les hommes, etc. Mais quand vous interrogez des artistes un peu sérieusement, très souvent ils invoquent des raisons métaphysiques ou presque métaphysiques assez proches de ça. Les artistes recherchent une articulation au monde, ils essayent de... Même les transgressions artistiques, ça touche au sacré, c'est les transgressions qui fabriquent du sacré. Je vais relire Georges Bataille ou des gens comme ça. Et donc, moi, ça ne me choque pas de parler d'art. Je trouve que c'est comme ça ne me choque pas non plus de parler de philosophie. Si on dit les philosophies, c'est un moment précis, technique, qui est grec, bon, on interdit aux autres de penser le sens de la vie. Je suis d'accord avec votre façon de penser, mais en Europe, quelqu'un qui est de basse condition peut passer toute sa vie et connaître la mort sans avoir vu aucun art, tandis qu'un membre de la communauté n'a pas vécu avec ces objets. C'est la supériorité de ces arts sur les nôtres. Peut-être ça peut un terme qui soit plus adéquat à cette réalité qui n'est pas
existantes en Europe. Mais on risque de faire un néologisme affreux. Bon, on peut dire une manip, comme ça s'est fait dans l'histoire, dans l'art conceptuel. J'ai seulement une question. Vos sources sont orales uniquement? Ah non, il y a beaucoup de sources. On ne connaîtrait rien des royaumes précoloniaux s'il n'y avait pas eu les chroniqueurs arabes. Bon, si, on connaîtrait des choses, mais on ne connaîtrait pas aussi précisément, parce que les sources orales, elles renseignent sur des modes d'être, et des manières de vivre, et des conceptions du monde, mais elles ne renseignent pas sur l'historicité. Alors, tandis que si quand Ibn Khaldun ou Ibn Battuta, qui ont voyagé dans ces textes, il est allé en Chine, il rencontre à Djenné des gens qu'il a vus en Iran, etc. Enfin, c'est assez curieux. Et il a décrit avec précision les choses. Donc on peut se baser sur leurs écrits. Et il y a aussi les traditions orales, bien sûr. Et là, elles sont de deux types. Il y a des traditions griotiques, qui sont des spécialistes de la parole. C'est un peu comme les forgerons. Ils sont d'une certaine manière, ils ne sont pas au rang le plus élevé de la société parce qu'ils forment une caste, une corporation d'artisans, mais en même temps, ils ont une supériorité dans le maniement du verbe. Et le verbe est quelque chose de dangereux, puisque une bonne partie des recettes magico-religieuses passent par l'incantation, par des mots secrets, des formules, etc. Et donc c'est too hot to handle, c'est très dangereux à manier, et donc et il faut une corporation particulière qui est formée pour faire face à cette force-là. Et c'est comme les forgerons. Les forgerons aussi, ils sont considérés comme ils ne sont pas chefs de terre, ils sont pas. Alors on ne sait pas s'il y a une source historique. Est-ce que c'est parce que Soumaoro Kante a été battu par Sundiata? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ils sont en principe dispensés de la guerre. Et ils ne sont pas attachés à un lieu, ils sont plus mobiles que les autres, ils peuvent aller s'adjoindre comme quartier de forgeron à un autre quartier. Et donc, mais ils sont des gens de savoir, on respecte les forgerons. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont des médiateurs, c'est eux qui peuvent intervenir pour calmer les gens qui sont un peu fâchés, et parce qu'ils savent affronter ce type de danger. Oui. Bonsoir. Alors, je vais peut-être un petit peu m'écarter du sujet, mais toutes les questions-réponses me l'ont fait penser. Est-ce que vous pourriez nous renseigner sur les relations entre conquérants européens et conquérants arabo-musulmans en Afrique, en fait? Est-ce qu'il y avait des partenariats, au contraire, est-ce qu'ils disputaient les terres? Alors, au Mali, l'armée française s'est plutôt associée aux non-musulmans. Alors, c'était pas que... Alors, je ne sais pas... Aujourd'hui, on dit, par exemple, dans le Mandé, pour répondre aussi à la question de monsieur, dans le Mandé, j'ai des enregistrements de gens qui disent on va faire nos choses Bamana. Alors, on est loin de Ségou, on est à Sibi, ou je sais pas, en plein cœur du monde. Alors, est-ce qu'on le disait il y a un siècle? Je ne sais pas. C'est impossible de répondre. D'accord, comment s'appelaient les gens? On ne sait pas. En tout cas, bon, il y a des exemples très précis. Par exemple, les Minyanka ne se sont jamais appelés Minyanka entre eux. Jamais. Et eux, ils disent qu'ils sont Bamana. Et ils appellent leur langue Mamara. Alors pourquoi est-ce que les Français ont été choisir Minyanka? Maintenant, c'est passé dans la culture officielle malienne, c'est répercuté. Alors c'est Minyanka dans l'administration, tout ça, dans les institutions de la culture, mais sur le terrain, c'était réapproprié par les gens, mais sous la forme Mianka ou Mianga. Pas Minyanka. Jamais. Oui. Il y a eu une explication à cela. Hein, oui. Pendant la période coloniale, les administrateurs coloniaux. Allô? Oui. Pendant la période coloniale, les administrateurs coloniaux
prenaient des interprètes. Ils n'étaient pas forcément de la société qui était concernée. Et chacun donnait le nom qu'eux utilisaient pour appeler les autres. Par exemple, Françoise Héritier a beaucoup travaillé sur les Samous. Or, les Samous n'existent pas, ce sont les Salans. Donc, il y a une rectification de tout ce vocabulaire. C'est la même chose pour les Dogons. Je pense que, voilà, pour décoloniser un peu le vocabulaire scientifique. Oui, non, vous avez raison. C'est faussement scientifique. Alors, je n'ai pas tout à fait fini de répondre quand même à la question de... Donc, par exemple, l'armée française s'est associée aux gens du Bois-Soulou qui, contre Samori. Samori, c'était quand même Al-Mami, c'était quand même au nom d'une révolution d'Oula, comme on l'a appelé personne, mais c'était quand même un djihad. Et donc, ils se sont associés avec les gens du Bois-Soulou et se sont associés aussi à Thiéba et Mabeba, avant que ça ne se gâte, et qu'ils en fassent le siège aussi, mais non, parce qu'il y avait aussi, je n'ai pas pu citer tous les royaumes, il y a aussi les royaumes Peul, tout ça, et donc ils ont plutôt joué contre l'islam, parce qu'ils se méfiaient du pan-islamisme qui était déjà quand même historiquement constitué, et donc ils ont plutôt joué, mais par contre ils ont favorisé l'islam au niveau de l'administration. Quand il s'est agi de mettre des chefs de canton et une chose comme ça, ils ont choisi des lettrés, et les lettrés c'était des musulmans. Oui. Rappeler un point qui n'a pas été cité, c'est que justement peut-être aussi en rapport avec la question de la demoiselle, c'est les fameuses madrasas, c'est-à-dire l'enracinement. Oui. Vous avez cité Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, qui est des sources très, très importantes, oui. Mais l'enracinement de l'islam a été fait aussi en Afrique à travers, puisque vous avez montré toutes ces routes, etc., à travers les fameuses madrasas. Donc oui. Si on dominait le verbe, qui était très important dans les sociétés africaines basées sur l'oralité, il y a aussi l'introduction de l'écrit qui a créé justement cette élite, etc. Donc, et par rapport aux sources, je rejoins la question de madame, est-ce que vous avez, parce qu'on a sur l'art africain, sur ces sociétés-là, des témoignages de prêtres, par exemple. Est-ce qu'il y a dans ces fameuses madrasas, par exemple, des témoignages sur qu'on a pu recueillir sur ces sociétés à l'époque, par exemple? Assez peu. Hein. C'est quand même les anciens qui étaient assez précis là-dessus. Alors, les madrasas étaient quand même basés sur l'enseignement de l'islam. Il y avait la pulsion de chroniqueur. Il y a eu la grande ère des voyageurs, comme ça existait aussi en Europe, dans le monde arabe, et souvent c'était des berbères d'ailleurs, qui voyageaient, et qui avaient... Comment ? Ils allaient souvent en Orient d'abord, mais ils avaient un souci de description. Et ça, c'est très remarquable. Et je ne sais pas, quand même, l'histoire africaine serait considérablement appauvrie si on n'avait pas ces textes-là. Cela dit, je pense qu'au niveau des manuscrits, il y a beaucoup de manuscrits qu'on ne connaît pas encore. Il y a des gens qui ont, dans des villes comme Mopti, Djenné, etc., qui ont des manuscrits familiaux qui ne le montrent pas. Il y en a qui sont exhumés. Il y a des gens comme Hunwick, tout ça, qui ont exhumé pas mal de manuscrits. Alors, il y en a qui sont... C'est pas d'un intérêt majeur, mais il y en a aussi qui ont des éléments très, très importants. Donc c'est pas non plus... Je crois qu'on va encore faire des découvertes sur ce plan-là. Et on a aussi un des quand même préjugés de la culture coloniale, c'était de penser qu'il n'y avait pas d'écriture. Alors que ça circulait quand même pas mal, les écrits. Il y a même des inventions d'écriture, par exemple dans les initiations au Komo, on apprend des signes ésotériques, sacrés, qui sont très compliqués et qui sont, alors on ne sait pas, est-ce qu'ils sont autonomes ou est-ce qu'ils dépendent de la géomancie arabe, on n'en sait rien, on n'en sait trop rien. Parce qu'en plus, les cultes non musulmans ont emprunté les racines arabes. Donc on parle de Barka, de tout ça, alors, avant, on utilisait d'autres mots, sûrement, mais ils ont pris quand même le djinné, tout ça, le citani. Un initié du Nia, il parle de son citani. Citani, c'est le Nia. Donc, il y a tout cet emprunt de vocabulaire. Oui.
Excusez-moi. Alors, il y a la question de la transmission, qui pose aussi un problème. Il y a aussi la crise identitaire chez la majeure partie des jeunes, notamment qui sont français maintenant. Donc, vous avez parlé des syndiqués grands émigrés. Hein, oui. D'accord. Et alors, d'après vous, quelle serait, parce que monsieur tout à l'heure a parlé d'assimilation, on pourrait parler aussi d'aliénation, oui. Quelque part. Est-ce que, comment est-ce qu'on pourrait réconcilier ces jeunes, par exemple, oui. Par rapport à cette culture qui est très riche, puisque, oui. Et dont ils n'ont même plus l'écho, justement parce que il y a aussi l'influence du salafisme, etc. Oui, mais parce qu'aussi on n'enseigne pas, c'est vraiment récent qu'on met les œuvres des cinéastes africains ou des écrivains africains dans l'enseignement. Et pourtant, on a quand même dans les banlieues énormément de gens d'origine africaine. On pourrait faire un effort supplémentaire sur ça. Et puis, il y a aussi la question du développement. Quand on voit le potentiel des sociétés riches pour encourager les gens qui font des œuvres, des photographes, des scénographes, c'est extraordinaire. Et alors, en Afrique même, il y a un potentiel gigantesque, mais il n'y a aucun débouché, parce que l'État est paupérisé. Alors, le seul espoir, c'est de se faire coopter pour sortir du pays et rentrer dans un réseau international. Et bon, parfois, il y en a qui retournent quand même s'installer et militer pour faire naître des formes de théâtre et tout ça, mais c'est une abnégation formidable. Et donc, tout ça, c'est quand même je pense qu'il y a un potentiel inexploité, extraordinaire. Il y a le moindre. Enfin, moi, je connais un peu le patrimoine oral de Ségou, de la conquête de Ségou, avec ses héros formidables, avec. C'est des récits fantastiques, fantastiques. Au Mali, il y a très peu de gens qui les connaissent. Et pourtant, il y a des enseignants qui font un effort, hein, qui les enseignent et tout ça. Mais parce qu'on a aussi, là, pendant des années, on a méprisé ces cultures-là. Maintenant, on les revalorise, mais il est un peu tard. C'est comme les savoirs aussi, là. Les phytopharmaciens, on les appelait les charlatans. Mais il y en a quand même qui connaissaient bien. Maintenant, on les étudie un peu sérieusement, mais avant, on les appelait les charlatans, comme s'ils n'avaient rien à nous apprendre. Je voudrais vous poser une question. J'étais en Afrique dans les années 70 et après, mais juste après les indépendances, et on avait à cœur de mettre dans les programmes scolaires les œuvres des écrivains africains, de changer l'histoire, évidemment, l'apprentissage de l'histoire, mais aussi de rendre les programmes beaucoup plus africains. Oui. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas, mais quand même, moi il y a un éditeur malien qui s'appelle Aya, j'ai oublié son nom de famille, il est très connu, c'est son rêve, il a une maison d'édition et il organise une rentrée littéraire, ce qui est une bonne idée parce que ça fait un peu d'écho sur les écrits africains, puis il y a un prix, etc. Et donc après cette rentrée littéraire, on est allé parler aux lycéens. Bon, alors je suis arrivé dans un lycée où les gens ne connaissaient pas Yambo Legen. Et donc, je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais on peut faire plus. Écoutez, je me permets de rebondir sur la question de madame, parce que je pense qu'il faut aussi annoncer les bonnes nouvelles quand elles se font. Et du coup, depuis les indépendances justement d'Afrique, si on peut parler d'indépendance, mais ça c'était encore un autre débat, il y a eu, je pense que vous êtes sûrement au courant, une immense parution de l'histoire générale de l'Afrique en 9 volumes. Oui. Voilà, qui est paru. Je ne saurais plus vous dire quelle édition. C'est Kizerbo qui a l'UNESCO. Voilà, par l'UNESCO. Et du coup, l'UNESCO, aussi voyant que ces super volumes étaient laissés à prendre la poussière dans les bibliothèques, est en train de monter des grandes initiatives pour
le développement. Coalition des artistes pour l'histoire de l'Afrique, donc un engagement d'artistes dont j'ai la chance de faire partie pour justement la promotion de la culture et de redonner aux jeunes Africains leurs racines. Et du coup, il y a des programmes pédagogiques qui sont mis en place également. Donc on est encore au début, mais voilà, si ça peut, vous intéresser, c'est en marche. On fait beaucoup de choses, mais je veux dire, quand vous faites un atelier, je sais pas, en Europe, ou avec, par exemple, je fais tour de table de mes étudiants, leur demandant ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire, etc. Ils ont tous quand même une idée d'un débouché possible pour eux. Et quand on fait ça au Mali, ou au Niger, ou au Burkina, il y a très peu de choses. Donc, le petit candidat photographe, pour devenir photographe, alors, on attend la découverte par l'extérieur. C'est ce qui est dramatique. Enfin, c'est comme ça qu'on fait une culture. Et donc ça, c'est quand même, ça dépend du développement général. Tant qu'un salarié fait vivre 60 personnes, bon, ça ne peut pas se développer de la même façon. Et donc moi, je pense que un des problèmes, c'est qu'on considère aujourd'hui, c'est curieux, parce qu'en même temps, on dit on est contre l'État, contre les nations, etc. Mais on dit à chaque nation d'un peu se débrouiller, alors qu'on est devant un défi global qui est quand même le sous-développement de l'Afrique. Il ne faut pas avoir peur des mots, et donc il faudrait faire... Ça ne concerne pas... la pauvreté du Mali ne concerne pas que les Maliens, ni celle du Burkina, ni celle du Sénégal, et c'est un problème qui se pose à la communauté internationale, et on devrait s'en occuper beaucoup plus massivement, surtout que ce qu'on fait, c'est les campagnes sanitaires qui augmentent la population d'une manière exponentielle. L'Algérie va doubler sa population aussi pendant 15 ans. Bon, eux, ils ont du pétrole, ils peuvent encore tenir un peu, mais donc, il y a un défi global de développement dont on devrait quand même s'occuper, me semble-t-il. Bon, on est loin des statuettes du Joe, mais... Oui. Bon, merci en tout cas d'être venu.